et sur maintenant ce qui nous réunit. Et je crois que c'est une véritable difficulté que cette ignorance de l'histoire juive par les non-juifs, tout simplement parce que l'histoire juive n'a pas été enseignée à l'école. Elle ne figure pas dans les programmes scolaires. Alors que l'inverse est vrai. Les juifs connaissent l'histoire des non-juifs. Si on dit à un juif Gambetta, on parlait de Gambetta tout à l'heure, si on dit à un juif Gambetta, je pense qu'il sait. Si on dit à un non-juif Crémieux, il ne sait pas qui est Crémieux. Je prends à dessein l'histoire, bonjour, je prends à dessein l'exemple de Gambetta, parce que Gambetta est de la même génération que Crémieux, Gambetta est un peu plus jeune, Gambetta est avocat comme Crémieux, et ils ont même été dans le même gouvernement à un certain moment. Eh bien, cette ignorance de l'histoire juive par les non-juifs a fait l'objet d'ailleurs d'un livre que vous avez, Paul, je crois, présenté chez vous, un livre édité par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme et qui s'intitule « Les Juifs, une tâche aveugle dans le récit national ». Et ce livre développe l'idée suivante, que alors que les Juifs sont présents sur le territoire de la France depuis l'Empire romain, eh bien, ils n'ont pas de place dans le récit national. Et je crois que Crémieux est tout à fait emblématique, effectivement, de cette méconnaissance de l'histoire juive par l'histoire de France. Et chez nous, cette asymétrie dans la connaissance, eh bien, ça représente une difficulté parce que nous sommes une association qui porte le nom d'Amitié. Et comment voulez-vous dialoguer? C'est bon. Et comment voulez-vous dialoguer avec un ami dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous ignorez tout du passé, ce qui signifie que vous n'avez pas la même mémoire que lui. Et évidemment, il peut y avoir des incompréhensions liées à ces deux mémoires extrêmement différentes. Alors, Paul, je vais vous laisser la parole. Je vais simplement signaler que l'histoire d'Adolphe Crémieux s'inscrit complètement dans l'histoire du XIXe siècle. Et ce XIXe siècle français, nous l'avons largement oublié. Et nous avons oublié que notre XIXe siècle a eu une caractéristique essentielle. C'est qu'il a été un siècle extrêmement troublé. Un siècle extrêmement instable politiquement, avec des révolutions, des coups d'État, des restaurations, et tout simplement un siècle où la France a été littéralement coupée en deux. On dit aujourd'hui il y a des clivages. Au XIXe siècle, la France était coupée en deux. Et elle était coupée en deux sur une question bien précise, la question religieuse, puisque deux versions, deux visions de la France s'affrontaient depuis la Révolution de 1789, pour le dire rapidement, le régime de la catholicité ou le régime de la laïcité. Alors, dans ce siècle troublé, où Adolphe Crémieux a été un acteur important de la vie politique, comment s'est-il situé, par exemple, vis-à-vis de la laïcité? Comment s'est-il situé, par exemple, vis-à-vis de l'Église catholique, qui est la grande perdante de cette histoire de France du XIXe siècle? Et en quoi a-t-il contacté des membres du clergé? Qu'a-t-il fait dans le domaine international, etc., etc. Paul, je vous donne la parole et nous vous remercions encore d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Nous vous écoutons sur ce sujet qui est si méconnu avec une grande attention. Voilà, merci cher Maud pour cette belle introduction et merci à l'amitié judéo-chrétienne de l'Ouest parisien pour son accueil et son intérêt pour Isaac Adolphe Crémieux. J'ai le plaisir de présenter au travers de sa riche carrière la personnalité de cet homme politique éminent, ministre, député, sénateur, figure légendaire du judaïsme français du XIXe siècle, président du consistoire et de l'Alliance israélite universelle, avocat le plus célèbre de son temps, un ténor du barreau, ami de jeunesse de Victor Hugo, découvreur de Léon Gambetta, Gambetta qui deviendra son secrétaire particulier, et qui se définira lui-même comme son fils adoptif. Voilà, j'éviterai d'évoquer l'engagement maçonnique. Si l'on irait trop loin, évidemment, le temps nous manquerait. Ça n'empêchera peut-être pas quelques questions. Voilà, il avait un engagement également maçonnique très important. J'en ferai mention dans ma conférence, mais je ne m'attarderai pas beaucoup sur ce sujet. Alors, qui était Adolphe Crémieux? Eh bien, c'est le fils d'un juif du pape qui a le bonheur de connaître l'exaltation de l'égalité des droits civiques
accordé par la Révolution française à la communauté juive. Chacun se souvient des propos de Clermont-Tonnerre, Stanislas de Clermont-Tonnerre, devant l'Assemblée concernant les Juifs. Ils n'auront rien en tant que communauté, ils auront tout en tant que citoyens. Ainsi fut fait. Les Juifs deviennent des citoyens français à part entière. Et cette liberté soudaine va permettre à son père, David Crémieux, de quitter la carrière pontificale de Carpentras, qui avait été ouverte au XVe siècle, et de s'installer dans une grande ville de proximité, c'est Nîmes. Et le 30 avril 1796 va naître à Nîmes Isaac Adolphe Crémieux. Après 3 enfants décédés à la naissance, c'est un fils unique. Et peut-être plus encore quand il s'agit d'une famille juive, lorsqu'on n'a qu'un fils, on nourrit beaucoup d'ambition pour lui. Et cet enfant ne va pas décevoir ses parents. Très jeune, il va se distinguer par des résultats scolaires exceptionnels, une mémoire hors du commun, une vivacité d'esprit rare pour l'époque. Sa mère, Rachel Carcassonne, livre une anecdote sur cette période. Ils sortent du spectacle, ils ont assisté à une pièce de théâtre, et elle entend son fils sur le chemin du domicile, au retour donc du spectacle, réciter de tête le dernier acte. Alors elle lui demande, mais tu l'avais déjà lu? Eh bien non, il ne l'avait pas lu, et donc il est capable d'entendre un texte ou de le lire et de le réciter par cœur dans la minute qui suit, comme s'il avait passé toute la nuit à l'apprendre. Alors à l'époque, le terme n'existait pas, c'est un surdoué évidemment, et le futur avocat, je pense, a profité sans doute de cette mémoire exceptionnelle, c'est l'une de ses qualités. Alors il va avoir les notes que l'on imagine, et ces notes vont lui permettre de monter à Paris, depuis Nîmes. C'est un voyage harassant, on met plusieurs jours pour arriver à Paris depuis Nîmes. À l'époque, pas de TGV, évidemment. Et il va suivre les cours d'un lycée de l'élite des lycéens français qui existe toujours, qui se trouve rue Saint-Jacques. Il s'agit du lycée Louis-le-Grand, qui à l'époque s'appelait le lycée impérial ou le lycée royal. Et ce lycée va beaucoup compter pour lui parce qu'il va y rencontrer un jeune camarade qui va rester son ami toute sa vie et qui va devenir extrêmement célèbre. Il s'agit de Victor Hugo. Il va avoir les notes exceptionnelles, je donne quand même quelques résultats. Il obtient le premier prix de version latine, ce qui à Louis le Grand n'est pas rien, et il arrive second au concours de grec. Alors nous sommes en 1815, c'est la Restauration, mais le 1er mars 1815, depuis son exil de l'île d'Elbe, Napoléon Ier va tenter un coup de poker, il débarque à Golfe-Juan, et il va rejoindre Paris, où les lycéens rebelles, c'est ainsi que les historiens les ont nommés, les ont mémorisés en tous les cas, les lycéens rebelles vont choisir un délégué pour aller signifier leur soutien à Napoléon Ier. Et le 16 avril 1815, Adolphe Crémieux, qui a été choisi, qui a été élu par ses camarades, se rend au palais des Tuileries et serre la main de Napoléon Ier. Alors c'est un souvenir mémorable, évidemment, pour un adolescent. Il va mettre son bras en écharpe, prétextant une fausse blessure, pour garder la sensation de cette poignée de main de l'empereur dans la sienne pendant 2 jours. Voilà, donc c'est un adolescent, hein, évidemment. Son surnom à Louis le Grand, à Louis le Grand, c'est l'avocat. Voilà, ça ne s'invente pas. Le 18 juin 1815, évidemment, l'aventure napoléonienne s'achève à Waterloo. 10 000 morts, quelques heures. Et Napoléon prend le chemin d'un exil, cette fois définitif, pour l'île de Sainte-Hélène. Après la faculté de droit d'Aix en juin 17, il soutient sa thèse avec succès et demande son admission au barreau de Nîmes. Les avocats prêtent serment. Et après lecture de la formule prononcée, ils lèvent la main droite et ils disent « je le jure ». Mais le président qui reçoit ce serment demande à Adolphe Crémieux « prêterez-vous le serment supplémentaire More Judaico ». C'est un serment qu'on réservait aux Juifs, une résurgence du Moyen-Âge qu'on avait remis au goût du jour au moment de la Restauration, qui avait été supprimée par la Révolution française. De quoi s'agissait-il? On ne peut pas croire un Juif qui prête serment sur les évangiles. Ce n'est pas un livre sacré pour lui. Donc on faisait prêter serment sur un livre sacré, sans doute l'Ancien Testament, et dans la région ouest de la France, l'Alsace, la région ashkénaze, il fallait aller à la synagogue, faire venir un rabbin qui servait de témoin. La personne qui prêtait serment devait tenir les rouleaux de la Torah sur son épaule et dire « je le jure ». Et évidemment, quand Adolphe Crémieux va devenir président du consistoire, il va interdire aux rabbins de se prêter, c'est son terme, à cette mascarade. Je vous interdis de vous prêter à cette mascarade. Et si jamais vous étiez traîné devant les tribunaux, ça arrivait, c'est moi qui viendrai vous défendre. Et il le fait.
Et il le fait. Alors, lorsqu'on va lui demander « prêterez-vous le serment moré judaïco ?» eh bien, il va immédiatement s'y opposer. Et il va répondre avec beaucoup d'audace, il a 21 ans. « Où sommes-nous? Sommes-nous à Jérusalem? » Eh bien non, nous sommes en France, à Nîmes. Je ne suis pas que juif, vous savez. Je suis un citoyen français. Et je ne prêterai le serment que d'un citoyen français, juif. Et il refuse. Et devant son audace, maître de Clauzone, c'est le nom du président, enregistre le serment, néanmoins, donc d'Adolphe Crémieux, et sa carrière donc commence par ce coup d'éclat, par cette première protestation. Alors, pour revenir sur ce serment moré judaïco et refermer cette parenthèse, quelques procédures très longues vont être engagées lorsqu'il va être donc vice-président et président du consistoire. Je vais citer l'une d'entre elles. Il s'agit du rabbin local alsacien qui exerçait à Phalsbourg en Moselle, qui s'appelle Lazare Isidore. Je le cite parce qu'il est devenu par la suite le grand rabbin de France. Voilà, qui a incarné d'ailleurs une certaine modernité du judaïsme avec son successeur Zadok Khan. Alors, dans l'une de ses plaidoiries, je cite son propos. « Les Juifs, dites-vous, ne comprennent pas l'importance du serment. Mais combien parmi les chrétiens ne le comprennent pas davantage? De quel droit vous érigez-vous en théologien? De quel droit un magistrat va diriger la conscience d'un rabbin? » Alors il n'obtiendra gain de cause pour la suppression et l'abolition définitive de ce serment qu'en 1846. Plus de 20 ans de lutte pour arriver en 1846 par une décision de la Cour de cassation à la suppression totale du serment moré judaïco. 1824, j'avance un peu dans sa carrière, il se marie, il épouse une juive de Lorraine qui s'appelle Amélie Silny. Alors ça va intéresser les généalogistes, il y en a toujours. C'est la sœur de l'arrière-grand-mère de Proust. Voilà. Donc il y a une petite parenté entre Adolphe Crémieux. Ah, je me disais, je sens de l'eau venir sur moi, c'est mon verre qui s'est renversé. Je suis désolé. Attendez, je vais prendre un Kleenex. Je peux faire ça, parce que je me disais, il tombe de l'eau, je ne comprenais plus. J'ai renversé mon verre, je suis vraiment désolé. Donc il épouse Amélie Silny, qui va beaucoup compter dans sa carrière politique. Et derrière chaque grand homme, il y a souvent une femme qui est cachée. Et ils auront ensemble 2 enfants, donc Mathilde et Gustave. Crémieux est devenu rapidement le représentant des avocats de sa région. Et il monte régulièrement à Paris où il rencontre un certain Odilon Barrot. Et ce même Odilon Barrot, au lendemain de la Révolution de 1830, qui verra l'installation de la monarchie de Juillet, va être nommé par Louis-Philippe préfet de la Seine. Et Crémieux a très bien compris que les choses se passent à Paris lorsqu'on est en France. Et il va immédiatement écrire à son ami Odilon Barrot « Ne vendez votre cabinet à personne, je l'achète ». Et il devient donc, par l'achat de cette charge, avocat au Conseil du roi. Ça veut dire qu'il défend les intérêts du roi Louis-Philippe, dont il devient d'ailleurs un proche. Et il s'installe dans la vie parisienne avec gourmandise. Crémieux est également un lettré, un homme de culture. Il fréquente les artistes. Il reçoit dans son salon à Nîmes Franz Liszt, ce qui n'est pas rien. On imagine une soirée chez monsieur et madame Crémieux avec Franz Liszt au piano. C'est quand même quelque chose. À Paris, on le voit à la Comédie Française, à l'Opéra. On le voit au théâtre, évidemment. Il reçoit chez lui Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musset, Georges Sand, Eugène Sue, Scribe, Mérimée, Meyerbeer, Aubert, Halévy, qu'il appelait mon célèbre ami, et la comédienne Rachel. Voilà, donc je m'arrête là. Il avait véritablement une proximité avec de nombreux artistes. Il participe également à la rédaction du livret de l'opéra Guillaume Tell de Rossini. Alors, le climat politique de l'époque, Paris est toujours agité. Tous les 2-3 ans, il y a un soulèvement, une révolte, parfois une révolution. On va y venir. On le retrouve évidemment chez nos auteurs que nous avons étudiés souvent au lycée. Hugo, Balzac, Musset. Paris est souvent agité. Il est très difficile de comprendre ce qu'est l'avenir de la France sans tenir compte évidemment de cette agitation, de ces soulèvements permanents qui se déroulent évidemment à Paris essentiellement. Paris n'est pas la France, mais bon, mène souvent la révolte. Mars 1831, c'est le décès de l'abbé Grégoire. Alors l'abbé Grégoire, je ne vous présente pas l'abbé Grégoire, évidemment ce prêtre citoyen, il faut le présenter, qui avait représenté le clergé, le bas clergé aux États généraux, et qui avait pris souvent la défense de la communauté juive. Adolphe Crémieux le connaissait, l'avait fréquenté, le respectait énormément, et c'est Adolphe Crémieux, vice-président du consistoire, qui va demander aux Juifs
de se présenter massivement pour l'enterrement, les funérailles de l'abbé Grégoire. C'est déjà extraordinaire. On va demander à l'armée également d'être présente, car on craint, là encore, des soulèvements, pas dans le sens qu'on imagine, parce que l'abbé Grégoire était devenu un personnage toxique, un peu sulfureux. On lui avait refusé les derniers sacrements, il était à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Il avait accepté la signature de cette constitution civile du clergé qui faisait de l'Église de France tout d'un coup une religion indépendante de Rome. Et la Restauration ne lui avait pas pardonné cette attitude. Et l'avait accusé même de régicide. On lui avait même supprimé ses honoraires de sénateur. C'est Adolphe Crémieux qui va prononcer l'éloge funèbre à Montparnasse au mois de mars 1831 devant 20 000 personnes, l'éloge funèbre de l'abbé Grégoire, et qui va dire « Voici venu devant toi ces Français qui n'étaient que des Juifs, mais dont le premier tu rappela qu'ils étaient aussi des hommes. Jamais cette antique nation ne t'oubliera. Entends-tu, prêtre de Jésus-Christ ?» Bon, vous vous rendez compte, il parle au cercueil. Enfin, vous imaginez la scène, c'est extraordinaire. Voilà. Il va par la suite obtenir le rétablissement des droits de l'abbé Grégoire pour ses, non pas héritiers, mais ses neveux et nièces. L'abbé Grégoire avait des frères et des sœurs et des enfants. Il va plaider donc pour obtenir le rétablissement de ses honoraires de sénateur que lui avait retiré de façon unilatérale la Restauration. Voilà, en 1834, il est élu vice-président du consistoire. Il deviendra ensuite président de 1843 à 1945. Et ce titre va lui permettre d'être reçu très fréquemment donc, aux Tuileries par le roi Louis-Philippe. Petite parenthèse sur Louis-Philippe, qui était un roi un peu original. C'était le roi des Français, non plus le roi de France. Il détestait les mondanités. Il aimait les soirées bourgeoises avec son épouse. Il détestait le protocole. Il était assez réservé. Il a honoré sa couche, il a eu 10 enfants, néanmoins. Voilà. C'était un roi philosémite. C'est assez rare aussi pour être signalé dans l'histoire. Il recommandait même à son épouse, la reine Marie-Amélie, de participer aux bonnes œuvres des dames israélites. Voilà, c'est un geste. Il avait une affection pour cette communauté qu'il trouvait soucieuse de l'éducation de ses enfants et qui était une communauté laborieuse. Il y a 30 000 juifs à l'époque en France. On est entre 1830 et 1840. Voilà. Après 6 ans de bons et loyaux services, Crémieux quitte ses fonctions d'avocat au Conseil du roi et il retrouve, en tant qu'avocat au barreau, la liberté nécessaire pour faire face, entre autres, à de nombreux délits, mais entre autres aux délits de presse. Il est très attaché à la liberté de la presse et il va aller jusqu'à défendre des titres un tantinet antisémite même, d'extrême droite, et il répond « Je n'ai jamais accepté d'honoraires de mes amis, ça n'est pas pour en accepter de ceux qui ne partagent pas mes opinions. » Donc vous voyez cette attitude absolument inouïe, impartiale, hein, la droiture, la probité, ce sont des critères qui reviennent souvent lorsque l'on décrit l'attitude d'Adolphe Crémieux. Alors une affaire qui va, là encore, faire se croiser les chrétiens et les juifs, c'est l'affaire de Damas. Il y aura une affaire qui va faire grand bruit à l'époque, qui se tient en 1840. Le judaïsme européen va devoir se mobiliser pour une affaire de crime rituel. Le 5 février 1840, à Damas, le supérieur de l'abbaye des Capucins, le père Tommaso, disparaît mystérieusement avec son interprète et son domestique également musulman, Ibrahim Amara. Et la dernière fois qu'on les a vus, ils se dirigeaient vers le quartier juif. Immédiatement, on accuse les juifs d'être les auteurs d'un crime rituel. Et le consul de France, François de Paul, comte Ratimonton, c'est son nom, accuse clairement la communauté juive de meurtre rituel. Les journaux d'extrême droite vont faire monter la tension, en bien évidemment soutenant la thèse d'un crime rituel. Et sous cette pression, les autorités musulmanes vont procéder à l'arrestation au hasard de 30 juifs à Damas. Alors par chance pour la communauté juive, mais peut-être par malchance pour lui, parce qu'il va subir la torture, il y a parmi eux un citoyen autrichien qui a un nom italien, qui s'appelle Isaac Picciotto, et qui est le fils du représentant de l'Autriche à Alep. Il est le fils du consul de l'Autriche à Alep. Et les aveux qui sont obtenus sont évidemment arrachés sous la torture, et le consul d'Autriche en France, c'est un certain James de Rothschild, le grand baron, le fondateur de la branche française des Rothschild. Donc vous l'avez compris, tout ce
toute cette situation va faire bouillir tout d'un coup les communautés juives européennes face à cette attitude. On a arrêté évidemment 30 juifs. 2 vont d'ailleurs décéder sur la torture. Hein. Vous voyez que ça n'est pas rien. 2 sur 30 vont décéder. Et James de Rothschild va confier à son consul à Damas, qui s'appelle Anton von Lorin, de réaliser une enquête pour montrer l'absence de fondement, évidemment, de ces inculpations. Et le chancelier Metternich, qui était au pouvoir à l'époque, hein, jusqu'en 1848, affirme même que ces calomnies ne sont que des résurgences des accusations constamment renouvelées depuis le Moyen-Âge. Alors, Crémieux, James de Rothschild, et l'Angleterre, où un certain Moses Montefiore, c'est un nom peut-être qui vous dit, ou qui dit quelque chose à certains, personnalité un peu parallèle, mais en Grande-Bretagne, un peu l'équivalent d'un Crémieux, mais en Grande-Bretagne, vont se déplacer, donc Crémieux et Moses Montefiore vont se déplacer à Alexandrie pour rencontrer le vice-roi d'Égypte qui séjourne à Alexandrie pour obtenir la libération, évidemment, de ces 28 juifs survivants à ces tortures. La déclaration de Montefiore à Londres, qui accueille Crémieux et qui décide ensemble d'aller se déplacer donc à Alexandrie pour rencontrer Mehmet Ali. Ce qui me rassure dans notre mission, c'est de compter M. Crémieux parmi nous, le plus illustre des Israélites français. Et bon, sa notoriété a dépassé la Manche, voilà, elle est allée jusqu'en Grande-Bretagne. Alors, ils vont obtenir un franc succès dans cette démarche, et ils vont mettre quelques semaines déjà à arriver à Alexandrie. Après plusieurs négociations, ils vont obtenir la liberté pour ces 28 survivants des tortures donc syriennes. Et Crémieux, à son retour, va connaître un moment très glorieux, puisqu'il s'arrête à Venise, à Trieste, à Vienne. Les communautés juives, très au courant de son action, l'accueillent en héros. La presse israélite va titrer « Il a sauvé les juifs syriens de la torture et fait construire des écoles juives en Égypte ». On va le comparer à Mordechai, le tonton de la reine Esther, hein, pour ceux qui connaissent le texte de ce livre que nous lisons une fois par an, Megillat Esther. On le compare donc à Mordechai, l'oncle de la reine Esther. Voici le compte-rendu. Voici le compte-rendu du procès. Voici le procès verbal, le compte-rendu de la réunion du consistoire à laquelle a participé Crémieux, où il est mentionné le nom de Moses Montefiore, je vais faire circuler après évidemment, avec la signature du grand rabbin de France de l'époque, le rabbin Deutz, qui fera couler beaucoup d'encre car son fils va se convertir à la chrétienté, la signature d'Adolphe Crémieux évidemment, et du président du consistoire de l'époque, Worms de Romilly. Pour ceux qui s'intéressent encore à la généalogie, c'est un lointain ancêtre de Jacqueline de Romilly, voilà, qui était juive et qui avait été interdite d'enseigner sous Pétain, voilà, sous le régime du maréchal Pétain. Voilà, on m'a laissé faire cette photographie. Je suis allé consulter les archives du consistoire. Normalement, c'était interdit, donc ça reste entre nous. Même sur YouTube, merci d'avance. Alors pourquoi fait-il construire des écoles juives en Égypte? C'est qu'après avoir obtenu la liberté de ces 28 juifs à Damas, il profite d'être en Égypte. C'est le début de l'égyptologie lancée par les campagnes napoléoniennes. On découvre Gizeh, les pyramides, et il s'intéresse à la communauté juive qui est sur place. Et il découvre que les juifs, les enfants, ne peuvent pas aller à l'école. Elle est réservée aux musulmans. Donc ils traînent dans la rue. Alors il met la main à la poche et il fait construire 2 bicoques de baraques, quoi. Une pour les filles, une pour les garçons. Et on va leur enseigner à lire, écrire et compter, le minimum évidemment. Et c'est pour ça que la presse juive en Europe titre « Il fait construire des écoles juives en Égypte ». Voilà, c'était le début quelque part, 20-30 ans avant de l'Alliance israélite universelle, mais on va y venir. Alors fort de sa popularité, en 1842, il choisit de se présenter à la députation et il va choisir une ville qui s'appelle Chinon. Alors pourquoi Chinon? Bien parce qu'à l'époque, il y a une forte communauté juive qui est installée à Chinon, qui travaille le textile. Et il va être élu. Il va être élu par 70 voix d'avance sur le candidat sortant conservateur qui s'appelait Théobald Piscatori. Alors il n'y a pas de suffrage universel à l'époque, hein, c'est le suffrage censitaire. Résultat des courses, sur 9 millions d'électeurs, il n'y en a que 250 000 qui votent. On ne parle pas des femmes, hein, évidemment. Je parle que des hommes. Hein. Sur 9 millions d'hommes, il y a 250 000 qui ont les moyens de payer 400 francs. La journée d'ouvrier, c'est 4 francs. Bon, c'est pratiquement inaccessible. Et on va même imaginer que certains qui auraient beaucoup d'argent vont pouvoir voter 2 fois, en payant 2 fois. Bon, tout ça nous paraît inouï. J'ai fait l'acquisition récemment du bulletin de vote original de 1842, écrit à la plume,
avec le résultat de l'élection de Crémieux. Voilà, c'était en vente sur Internet, j'ai profité de cette occasion, et de son discours de campagne, malheureusement imprimé. J'aurais aimé que ce soit manuscrit, mais c'était pas le cas. Voilà. Il y a quand même sa signature en bas, mais je ferai circuler également après. Donc c'est pas la première fois qu'un juif est élu à l'Assemblée nationale, c'est seulement la seconde. À cette élection de 1842, il va y retrouver un certain Théodore Serfbert, qui va d'ailleurs lui succéder à la présidence du consistoire, et un certain Achille Fould, qui deviendra ministre et se convertira au protestantisme. Voilà, c'est un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure, la conversion. Il y a beaucoup de conversions dans ce 19e siècle où les juifs veulent s'intégrer et parfois se disent quelque part, bon, être juif c'est épuisant, quoi. Il faut arrêter. Voilà, il y a cette situation qui paraît aujourd'hui inouïe. Voilà. Il y a eu Benoît Fould, qui est un parent d'Achille, qui a été élu dans l'élection précédente, qui lui était le premier député juif élu à l'Assemblée nationale en France. Voilà. La réforme politique de l'époque, la demande des libéraux essentiels, c'était ce fameux suffrage universel. Ils n'arrivaient pas à l'obtenir, il y avait toujours le délit de presse, il y avait surtout l'impossibilité de se réunir. Alors, les hommes du même bord politique qu'Adolphe Crémieux vont décider de se réunir autour d'un banquet. On ne peut pas interdire un banquet, il y en a après des cérémonies, des mariages. C'est la fameuse campagne des banquets à laquelle Crémieux va évidemment participer. On va organiser dans toute la France un tour de France des banquets. On se réunit autour d'une table. Parfois, il y a plus de 1000 personnes. Parfois, il y a une dizaine d'hommes politiques qui prennent la parole successivement. On casse la croûte, hein, c'est très populaire, évidemment. Et on termine, en général, par une vibrante marseillaise. Cette campagne des banquets va profiter, évidemment, aux idées politiques des libéraux, dans le sens noble du terme. Et un dernier banquet va se tenir en février 48. Alors, ils ne savaient pas que ça allait être le dernier, évidemment. C'est la fameuse révolution de 1848. Il va y avoir des troubles. Le lendemain, Paris est couvert de barricades. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je l'ai indiqué tout à l'heure, Paris est très agité. Donc, c'est presque habituel. Mais cette fois, ce soulèvement va réussir. Crémieux se rend au palais des Tuileries et il donne un conseil à Louis-Philippe qui le reçoit et qui le connaît très bien. « Sire, votre vie est en danger, votre sécurité n'est plus assurée. Il serait prudent de fuir. » Eh bien, je fais un peu court, évidemment, mais je résume. Finalement, Louis-Philippe décide, évidemment, de fuir et il veut prendre le chemin d'un exil anglais. Il décide de fuir à Londres. Et c'est Crémieux qui l'accompagne dans cette fuite. Aucun membre de la majorité qui soutenait Louis-Philippe n'était présent. Ce sont des membres de l'opposition, dont Adolphe Crémieux, qui protège le départ dans une voiture anonyme du roi Louis-Philippe, de son épouse et de son dernier fils. Il avait déjà 18 ans à l'époque. C'est Crémieux qui ferme la portière de la voiture sur le dernier roi de France. Louis-Philippe va décéder 2 ans plus tard à Londres. Alors le lendemain, on se rend à la Chambre, évidemment. Crémieux prend la parole. Nommons un gouvernement provisoire de 5 membres qui soit juste en attendant les élections au suffrage universel. Ne laissons pas à nos enfants le soin de renouveler cette révolution. Et on va voter à main levée. Lamartine, Arago, Ledru, Rollin sont élus. Crémieux est élu. Il devient ministre de la Justice. Le député de Chinon, qui avait représenté le roi, la communauté israélite, était maintenant le garde des Sceaux et allait nommer les évêques. Depuis cette époque, on a déplacé cette responsabilité qui est purement administrative, de nommer les évêques au ministre de l'Intérieur, depuis Crémieux, parce qu'on n'allait pas laisser un juif nommer les évêques. Voilà. Et c'est encore aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui nomme les évêques. C'est pas lui qui prend la décision, c'est purement administratif. Le 25 février, le lendemain de cette élection à main levée à l'Assemblée, le 25 février à l'aube, Crémieux se rend à son ministère. Il est déjà place Vendôme, et il occupe sans doute le même bureau aujourd'hui que M. Dupond-Moretti, j'imagine. Et il prend les premières décisions qui s'imposent, et non des moindres. Tout détenu pour fait politique est remis immédiatement en liberté. La peine de mort devait lui être soumise. Il obtient donc le droit de grâce. C'est un opposant à la peine de mort. Vous savez qu'il faut attendre quelques décennies encore avant l'abolition de cette peine de mort. Crémieux entreprend la réforme du système judiciaire. Et le pouvoir d'humaniser la vie de ses concitoyens va lui procurer une joie immense. L'œuvre de son ministère, par décret, est considérable. Abrogation du délit de presse,
abrogation du délit de grève. À l'époque, si on faisait grève, peut faire sourire certains cégétistes peut-être aujourd'hui. Si on faisait grève, on allait en prison. C'était un délit. Alors, décret sur la liberté des cultes, ça nous paraît naturel. Et naturalisation accordée aux étrangers résidant en France depuis 5 ans. C'est d'une folle modernité, finalement. Les autres réformes du gouvernement provisoire, suppression des titres de noblesse, proclamation du droit au travail, c'est la première fois qu'on proclame le droit au travail. Réduction du temps de travail, c'est la première fois qu'on décide qu'on ne peut pas travailler plus de 10 heures. Là aussi, ça nous fait sourire, mais à l'époque, il n'y avait pas de limite. Autorisation enfin de se réunir. Abolition de l'esclavage, le 28 avril, sur proposition de Victor Schœlcher, qui avait rejoint le gouvernement. Voilà, Crémieux va rester très fier de ces décisions, évidemment, qui vont faire progresser l'humanité beaucoup plus que les siècles qui ont précédé et les décennies qui tristement vont suivre. Les historiens vont qualifier cette courte république provisoire d'utopiste. C'est la république des utopistes. Alors, le frère de François Arago, personnalité très connue, un scientifique extrêmement connu, le père d'Emmanuel, a un frère qui s'appelle Jacques Arago, qui est un journaliste, un historien, un grand voyageur, va consacrer un livre à l'histoire de Paris de 1848. Et dans ce livre, il décrit Crémieux. Crémieux n'est que droiture et probité. Je n'aime pas ceux qui n'aiment pas Crémieux. On est compte, c'est une déclaration d'amour inouïe que rien ne l'oblige à écrire. Hein. Évidemment, il n'est pas juif, il n'est pas franc-maçon. Il le fait parce qu'il constate l'attitude absolument inouïe d'Adolphe Crémieux. Alors, 1843, il est élu président du consistoire central parce que la petite fille de Worms de Remy s'est convertie à la chrétienté. Il est obligé de donner sa démission et c'est Crémieux qui le remplace donc en 1843. Il découvrira, Adolphe Crémieux, à son tour et à son insu, la conversion 20 mois plus tard de son épouse et de ses enfants. Voilà, les enfants convertis à des fins de mariage intéressants. Crémieux va signer d'ailleurs l'autorisation de se marier à l'église, hein, il était présent, parce que pour lui, la liberté de conscience, elle est totale ou elle n'est pas. Il ne tient pas rigueur à son épouse, malgré cela, et à ses enfants, de s'être converti à son insu, alors qu'il était président du consistoire, mais il est obligé de donner sa démission. Voilà. Alors, cette époque de conversion, j'ai voulu la marquer. En fait, il y a... il faut quand même parler d'eux, c'est deux juifs, qui s'appellent les frères Ratisbonne et qui deviennent des prêtres catholiques, extrêmement motivés, extrêmement militants pour la chrétienté. On va les accuser du baptême à tout prix. Enfin, je crois que Crémieux utilise même un terme, il parle de baptistéologie. Enfin, il invente une maladie parce qu'il ne pense qu'à une chose, convertir les juifs à la chrétienté. Et ils vont réussir. Ils vont fonder une congrégation qui va s'appeler les Sœurs de Sion, qui existe toujours à Jérusalem, mais qui a changé de vocation évidemment, mais qui à l'époque n'avait que pour objectif la conversion des Juifs. Et beaucoup vont céder à cette tentation, en fait, parfois même sur leur lit de mort. Hein, il va y avoir beaucoup d'affaires qui vont animer le consistoire. Et voilà, donc voilà les frères Ratisbonne. Il y a un téléphone qui sonne. Voilà, l'un des deux, je reprends. Alphonse Ratisbonne va rencontrer le pape Pie IX, qui est un recordman, je crois, de mandat, de longévité, et qu'on va appeler l'intransigeant. Enfin, il va avoir un surnom, parce qu'il va revenir dans ma conférence sur une autre affaire, et il va accepter de faciliter la procédure du baptême, évidemment, pour aller dans le sens de la demande des frères Ratisbonne. Voilà ce que je voulais dire des frères Ratisbonne. Il y a d'autres personnalités qui se sont converties, je voulais en citer une ou deux. Donc j'ai parlé du rabbin Deutz tout à l'heure et de son fils. Il y a également un autre rabbin qui représentait le consistoire qui s'appelait le rabbin Drac. Et alors une affaire qui va aussi occuper, qui va mobiliser la justice entre Crémieux et évidemment le culte catholique, c'est l'affaire du docteur Terkem qui était sur son lit de mort et que Ratisbonne aurait baptisé à son presque insu, puisqu'il était agonisant en fait, et son frère vivant, lui, va entamer une procédure qui n'aboutira pas. Voilà, revenons à la politique. 1848, donc c'est l'élection au suffrage universel, et elle va porter au pouvoir un homme qui arrive de nulle part, mais qui a un nom, qui s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Et dans la nuit du 1er au 2 décembre 1852, le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, va devenir
Napoléon III, c'est un coup d'État qui est très bien mené, qui est musclé. On va tenter ici, là, quelques barricades, dont Paris a l'habitude. Malheureusement, ça ne marchera pas. 200 citoyens seront fusillés sans jugement. 27 000 seront déportés en Algérie. C'est comme ça qu'on va peupler les colonies. On va forcer. Alors, déporter, ça ne voulait pas dire prendre un train, être gazé, etc. Non, c'est pas ça. Hein. À l'époque, c'est pas ça. À l'époque, ça voulait dire être interdit de séjour en métropole. Et c'est comme ça qu'on se débarrasse de l'opposition. Allez peupler les colonies, on ne veut plus de vous sur le territoire de la métropole. Crémieux est jeté en prison. Il va connaître la prison. 10 jours avant d'être libéré. Alors Victor Hugo avait été prévenu la veille. Il s'est d'abord réfugié en Belgique, puis à Jersey, puis à Guernesey, où vous pouvez d'ailleurs visiter sa maison. Je vous encourage à le faire. La mairie de Paris, qui ne fait pas que des bêtises, heureusement, a acheté cette maison il y a quelques années. Et lorsque vous visitez la maison de Crémieux à Guernesey, c'est un employé de la mairie de Paris qui vous reçoit. C'est un Parisien. C'est quand même assez formidable. Et c'est une maison tout à fait intéressante, évidemment. Alors, depuis l'exil, évidemment, Victor Hugo et Crémieux peuvent communiquer. Il y a la censure, mais on peut s'écrire des lettres. En 1861, « Moi et mon fils, nous vous aimons et parlons de vous sans cesse. » C'est Victor Hugo qui écrit à Crémieux. Hein. « Pas une voix n'est plus éloquente que la vôtre. Et ne plus vous entendre, ne plus réchauffer mon cœur au soleil de vos connaissances, c'est cela qui est l'exil. » Je ne sais pas si vous percevez la portée de cette phrase, d'une beauté extrême de Victor Hugo. Ce qui est dur dans l'exil, c'est pas d'être loin de la France, c'est d'être loin de vous, Adolphe Crémieux, et de ne plus me cultiver à nos conversations. Il paraît qu'ils échangeaient sur le texte de la Bible en sortant de l'Assemblée, ils faisaient chemin à pied vers leur domicile, ils parlaient de la Bible. C'est dommage qu'on n'ait pas pu enregistrer sur un dictaphone quelques commentaires de Victor Hugo sur le texte biblique et de Adolphe Crémieux. Alors, on aurait été peut-être surpris. Alors, 1860, c'est une époque aussi troublée pour la religion catholique, car il va y avoir des troubles qui vont éclater au Liban. Vous savez que le Liban est resté d'ailleurs très communautariste. Au Liban et en Syrie, des Druzes, une secte de l'islam, évidemment, vont massacrer des maronites chrétiens. 20 000 morts, estimés entre 15 et 20 000 morts. Et le Moniteur universel ouvrait dans ses colonnes une souscription en faveur des chrétiens d'Orient. Et parmi les souscripteurs, il y avait l'empereur, évidemment, Napoléon III, mais il y avait une somme qui avait été collectée par le consistoire, et par les Rothschild en particulier, qui était supérieure, qui était le double de celle qu'avait donnée quand même l'empereur. Et Adolphe Crémieux va également, lui, se démener pour collecter de l'argent pour soutenir la défense, parce qu'il faut de l'argent pour payer une armée, une milice, pour défendre les maronites, les chrétiens. Alors c'est un extrait que je vous lis de sa conférence concernant cette collecte. Il s'adresse donc aux Juifs, à ses coreligionnaires. « Toute la terre nous était fermée lorsqu'au premier jour de son immortelle révolution, la France nous ouvrit ses bras et nous fit citoyens. Cette France qui nous a miraculeusement délivrés et qui nous adopta, qui nous appelle ses enfants, c'est la France chrétienne. Et voilà qu'en Orient, les chrétiens sont livrés à la plus effrayante des guerres. Le sang coule, la misère et la faim s'étendent sur des populations dont le seul crime est d'adorer le Christ. » Magnifique, hein. Voilà, donc c'est la déclaration. Et on va collecter des fonds donc, pour les chrétiens d'Orient. Les Juifs vont collecter des fonds pour les chrétiens d'Orient, à la demande de Crémieux et d'autres, évidemment. Voilà. Ils seront d'ailleurs imités par la suite par les protestants et les catholiques, évidemment. Alors, on arrive à une affaire qui va encore là faire croiser les chrétiens et les catholiques. C'est la fameuse affaire Mortara, 1858, l'affaire Mortara, qui allait avoir un énorme retentissement, également comme l'affaire de Damas. C'est les gardes du pape Pie IX, encore lui, qui enlève un enfant de 6 ans à Bologne, en Italie donc. Alors l'Italie n'existe pas encore à l'époque, hein. C'est une région très atomisée, hein. Ce sont des républiques, c'est des cités-États, hein, si vous préférez. Hein. Alors pour quelle raison? Eh bien, une servante de la famille Mortara, qui est une famille juive, et qui n'avait que 14 ans, avait avoué à un prêtre lors d'une confession qu'elle avait baptisé le jeune Edgar Mortara lors d'une maladie. Elle croyait qu'il allait mourir, elle ne voulait pas qu'il meure juif, elle voulait qu'il meure chrétien, catholique, elle le baptise, et elle le révèle que quelques années plus tard. Et à l'époque, la loi interdisait qu'un enfant chrétien soit élevé par une famille juive. Donc le pape ne s'embarrasse pas de il ne prend pas beaucoup de précautions, de détails. Il envoie ses gardes, on enlève le jeune Edgar, et il est placé de force dans un monastère le 23 juin.
1858, et l'affaire va soulever l'indignation des communautés juives d'Europe. La communauté juive d'abord de Londres, on retrouve Moses Montefiore qui va vivre 101 ans, il est toujours là, qui va intervenir et rencontrer le pape. En France, Crémieux demande à Napoléon III de faire pression auprès du pape, qui va d'ailleurs lui adresser une lettre à la demande donc de Crémieux. Alors ce pape, je l'ai dit tout à l'heure, il est surnommé l'intransigeant. Il ne va pas céder. Il ne va pas céder. Et l'enfant est rebaptisé Pio Mortara. Il devient prêtre. Il a 16 ans. Il sort du monastère. Ses parents l'attendent, s'imaginant lui dire mon fils, c'est un cauchemar qui s'achève, viens dans mes bras. Eh bien non. Il est convaincu par la religion catholique. Et il leur dit, vous n'avez qu'à vous convertir vous-même. Moi, je suis convaincu par la religion catholique. Et il part évangéliser en Afrique. Et il va décéder en 1940. Je ne sais pas ce que le régime nazi aurait pensé de ce personnage. Un peu, était-il juif ou... Alors voilà la famille Mortara, les parents et l'enfant. Alors le père a une bonne attitude. Par contre, la mère, si vous la regardez tout à l'heure, on voit qu'elle fait un peu la tronche, quoi. Elle n'a pas l'air contente. Quand elle regarde son fils, elle est un peu désolée. Voilà, il est habillé en prêtre et il va rester. Les nazis, les juifs, puisque les nazis donnent une définition raciale. Je ne réponds pas pour eux. Voilà. Voilà, cette affaire dont on va faire grand bruit. Et les communautés vont prendre conscience que le consistoire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On n'a pas pu obtenir la libération de cet enfant. Et ils vont décider de créer une association qui va s'appeler l'Alliance israélite universelle. L'idée, c'est d'organiser un gouvernement mondial juif par l'enseignement, qui va intervenir par l'enseignement, parce que le savoir, c'est le pouvoir, et en particulier ne pas laisser dans les pays musulmans, arabo-musulmans, les communautés juives être analphabètes. Et on va décider, alors je cite les fondateurs, Narcisse Leven, Charles Netter, Eugène Manuel, Aristide Astruc, Isidore Cahen et Jules Carvalho. Ils sont 6 qui représentent cette bourgeoisie libérale de la fin du XIXe siècle, cette bourgeoisie juive. Ils sont universitaires, ils sont avocats, ils occupent des fonctions, évidemment, l'égalité des droits civiques est loin derrière, donc ils ont pu, c'est la génération qui suit. Et ils vont créer cette association juive dont Crémieux, vous l'avez vu, est absent. Depuis sa démission du consistoire, il a décidé, jugé qu'il n'était plus digne de représenter les communautés juives. Et là, il va revenir aux affaires, on va le solliciter, et il va devenir, jusqu'à la fin de ses jours, le président de l'Alliance israélite universelle. Voilà, donc la première école, puisque c'est l'idée, c'est d'ouvrir des écoles, va ouvrir ses portes à Tétouan, au Maroc. Et on a fêté, il n'y a pas très très longtemps, il y a 10 ans, le 10 millionième élève de l'Alliance israélite, qui existe toujours. Il y a encore une école au Maroc, il y en a à Paris, il y en a en Israël, et peut-être un autre pays qui m'échappe. En tous les cas, c'est une œuvre qui a fonctionné, malgré l'opposition au début du consistoire, qui voyait une association concurrente, évidemment. Mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et Crémieux va adhérer avec une somme considérable, 500 francs. À l'époque, c'est énorme. Et il va en devenir le président. Et il va rester et demeurer d'ailleurs le président, donc jusqu'à la fin de ses jours. On va même être obligé de changer les statuts pour qu'il soit réélu. Parce que normalement, il n'avait le droit qu'à un mandat. Mais il incarne tellement bien cette fonction qu'on va changer les statuts pour laisser Adolphe Crémieux être président de nombreux mandats jusqu'à la fin de ses jours. Et alors on retrouve le rabbin Lazare Isidore qui va faire son éloge au moment de cette réélection. Je vous lis sa déclaration, en tous les cas une partie. Adolphe Crémieux est à la tête de tout ce qui fait la gloire du judaïsme depuis 40 ans. Ce sont des actes qui comptent pour Israël. Ce sont des actes qui pèsent lourd dans la balance de Dieu. C'est le rabbin Lazare Isidore qui l'avait défendu devant la Cour de cassation pour le Moré Judaïco. Vous voyez, on retrouve un clin d'œil de l'histoire. Alors j'en arrive à cette même période, à la découverte de Gambetta. 1862, Crémieux découvre, au cours d'une plaidoirie, un jeune avocat plein de talent, qui crève la faim, il faut être lucide, qui s'appelle Léon Gambetta. Il a 24 ans à l'époque. Gambetta, pas Crémieux, évidemment. Et il s'approche de lui après cette plaidoirie. Il est totalement séduit, hypnotisé pratiquement par l'éloquence de cet avocat. Et il lui dit « J'aurai grand plaisir à se voir développer vos talents sous mes yeux. » Et il va l'engager comme son secrétaire particulier. Le soir même, Gambetta écrit à son père « Crémieux est venu à moi. Il m'a serré la main. Il m'a embrassé. Il m'a prédit le plus beau des horizons. J'avais les larmes aux yeux, j'étais ivre de joie. » On est compte, extraordinaire. Alors un peu plus tard, il écrit encore à son père « On m'a installé dans le cabinet de Maître Crémieux comme un protégé de 20 ans. Je suis le fils de la maison.
Je suis aux anges. Vous avez compte, c'est extraordinaire. Alors encore une fois, un peu plus tard, je gagne dans l'esprit de Madame Crémieux une place de confiance. Elle est prise pour moi d'une amitié dévouée et je ne puis plus sortir de chez eux. Vous voyez, ils dînent tous les soirs chez les Crémieux. Je ne sais pas si elle faisait un bon couscous. Bon. Voilà, 70, c'est la guerre. La France s'est lancée dans une guerre imprudente face à la Prusse. L'Allemagne n'existe pas encore, elle existera juste après. Et le 2 septembre, l'empereur, assiégé à Sedan, hisse le drapeau blanc. Et à l'Assemblée, la nouvelle va provoquer un choc et Crémieux allait revivre la naissance d'une nouvelle république. C'était le fameux 4 septembre, la rue du 4 septembre, évidemment. On va former un nouveau gouvernement qui va être qualifié d'union nationale. Les avocats vont prendre le pouvoir. Jules Fabre, ancien bâtonnier, est aux affaires étrangères. Gambetta, avocat. À l'intérieur, Emmanuel Arago, avocat, fils de François, est aux finances. Et Crémieux, avocat. Le 48 art retrouve la justice. Alors Paris est de plus en plus menacé par les canons. Et Crémieux s'installe à Tours, la ville de Tours, pour être à l'abri. Et il va obtenir d'être le seul représentant de la France pendant 10 jours, le temps que les autres arrivent, Gambetta et les autres. Pendant 10 jours, il représente la France. C'est à Tours qu'il va signer son fameux décret, qui sera signé également par Gambetta et d'autres ministres. Je ne sais pas si on pourra s'étendre sur le décret Crémieux, peut-être des... Voilà. Mais c'est le 24 octobre 1870, dans cette période un peu troublée, que va être signé ce fameux décret qui va donner de facto la naturalisation, la citoyenneté française à 38 000 indigènes juifs. C'est à Tours, tu as dit. À Tours, absolument. Le 24 octobre, c'est la date de signature du... Pour la Juif d'Algérie. Voilà, absolument. Voilà. Alors, après Tours, il est obligé de fuir parce que les canons prussiens avancent. Ils vont s'installer à Bordeaux. Et lorsqu'il est arrivé à Tours, Crémieux et les autres se sont installés à l'Évêché. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont installés à l'Évêché. Ils ont choisi cet endroit, peut-être, qui était pratique. Je n'ai pas la raison. Et Monseigneur Guilbert les avait accueillis avec beaucoup de gentillesse et de fraternité, peut-être. Et alors Crémieux lui dit, avant de le quitter, est-ce qu'on peut échanger une accolade pour le remercier? Et Monseigneur Guilbert dit, bah oui, si vous voulez, échangeons une accolade. Et alors Crémieux veut faire un bon mot et il dit, vous voyez, c'est l'Ancien Testament qui embrasse le Nouveau. Alors Monseigneur Guilbert avait de la répartie, il lui dit, mais Maître Crémieux, vous êtes avocat, vous savez bien qu'en matière de testament, c'est toujours le nouveau qui remplace l'ancien. C'est extraordinaire. Hein. Mais on avait de l'esprit à l'époque, hein. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est une première amitié judéo-chrétienne. Extraordinaire. Extraordinaire. J'ignorais complètement. Extraordinaire cette phrase, merveilleux, merveilleux. Décret Crémieux, donc c'est le produit d'une longue bataille, hein, parce qu'on s'imagine qu'il était juif, il a voulu privilégier les juifs. On oublie d'abord que dans ce décret, il y avait aussi la naturalisation pour les musulmans sur leur demande, à 21 ans. Il devait renoncer évidemment à la polygamie, qui était le vrai problème. Il y avait beaucoup de musulmans qui étaient polygames, les juifs l'étaient beaucoup moins, presque pas d'ailleurs. Et ce décret Crémieux reste encore aujourd'hui apparaît comme une injustice à l'égard d'autres communautés, ce qui est faux, véritablement. Hein. Je ne m'étends pas parce que sinon on reste là jusqu'à demain matin, mais en 1865, 5 années avant le décret Crémieux, Napoléon III prend une décision très généreuse. Il voulait se faire sacrer roi des Arabes. Il rêvait toujours de gloire. Et il dit aux Juifs et aux musulmans indigènes, si vous demandez la nationalité, on vous la donne. Aucune contrepartie. Vous pouvez rester polygame. Combien d'entre eux vont décider de devenir français? Sur 2 millions de musulmans et 40 000 juifs, il y avait 40 000 juifs aussi en Algérie, comme en métropole en fait, 200. Ça n'intéresse personne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient d'autres urgences. Hein. C'est dur de faire de la philo quand on a mal aux dents. Hein. C'est une phrase de Montaigne. Bah oui, lorsqu'on doit chercher un toit, un travail, se nourrir, se loger, devenir français, voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur ce Senatus Consulte. Alors, ça s'appelle un décret impérial. Le décret de Napoléon III s'appelle un décret impérial. Donc, un Senatus Consulte, c'est beaucoup plus élégant. Alors, après cette guerre de 70, qui est terrible, hein, dont on parle peu, on parle beaucoup des 2 guerres mondiales du XXe siècle, la guerre de 70 a été effroyable. Hein. Crémieux va se montrer patriote. Il va demander aux Juifs de contribuer conjointement au paiement de la dette de guerre qu'avait imposé Bismarck. Vous savez que Bismarck a réclamé 5 milliards. Que les Français vont payer très vite. Et d'ailleurs, il dira, j'aurais dû demander plus. Ils vont payer très rapidement pour qu'ils s'en aillent, en fait. Hein. C'est la dette de guerre pour qu'ils quittent le territoire. D'ailleurs, Crémieux va
s'exprimer en tant que représentant des communautés, en tant qu'ancien politique. Il est encore député à l'époque. Ils veulent 5 milliards, donnons-leur 5 milliards et qu'ils partent, qu'ils cessent de souiller le sol de la patrie. Ils se montrent très patriotes. Alors, le décret Crémieux, juste une parenthèse, a failli être aboli quelques mois plus tard par Adolphe Thiers, puisqu'il y a eu des troubles en Algérie. Les communautés musulmanes se sont heurtées aux juifs. C'est toujours dans un sens, le sens unique, en fait. C'est pas c'est des musulmans qui sont un peu jaloux de cette décision de ce décret Crémieux. Et les colons également, ceux qui ne sont ni juifs ni musulmans, qui trouvent insupportable que les juifs deviennent français. Car le décret Crémieux permettait également aux colons, il y avait beaucoup d'Espagnols en Algérie à l'époque, qui étaient venus faire fortune, s'y installer. Et il va dire, puisque ce décret nous vaut des troubles, nous n'avons qu'à l'abroger. Et il propose l'abrogation du décret Crémieux quelques mois après le mois d'octobre, donc après le 24 octobre. Et en fait, il y a encore un Rothschild qui va beaucoup servir, c'est Alphonse, le fils de James, qui lui est président de sa banque et qui a garanti l'emprunt d'État, et qui va dire à ses amis politiques, si vous votez contre Crémieux, le décret, je ne garantirai plus l'emprunt d'État. Et il va sauver ainsi, par ce petit chantage financier, le décret qui va perdurer jusqu'en 62, l'indépendance d'Algérie, avec la parenthèse de Pétain, évidemment. Voilà, après un dernier mandat de député à Alger, le 10 décembre 1975, Crémieux est nommé sénateur à vie. Sénateur à vie, il n'y a pas beaucoup de personnalités en France qui ont... D'abord parce qu'on vit beaucoup plus longtemps aujourd'hui, donc ça n'existe plus, mais il y a peut-être une cinquantaine de personnalités politiques qui ont été nommées sénateurs à vie. Il y retrouve à ses côtés Victor Hugo. Ils ont commencé à Louis-le-Grand, ils finissent ensemble, côte à côte, au Sénat. Le 1er février 1880, son épouse décède. Il avait un amour infini pour elle. Il dira « c'est la première fois qu'elle me fait de la peine ». Il perd un peu la boule, il continue de l'appeler, d'ailleurs, paraît-il, dans l'appartement. Et puis le 10 février, la douleur est sans doute trop forte. 10 jours après, il décède à son tour. Ce sont des funérailles nationales qui sont votées immédiatement par l'Assemblée. Sur le cercueil, son cordon de maçon, sa toge d'avocat. On entendra durant la mise en terre les chœurs de la synagogue de la Victoire. Sont présents les présidents de la Chambre et du Sénat, Eugène Pelletan, Jules Ferry, Ernest Renan, Jules Simon, Louis Blanc, Émile Littré, Victor Schœlcher et Emmanuel Arago, son fils en maçonnerie, en fait. Il avait désigné Emmanuel Arago comme son successeur en maçonnerie, ce qu'il n'acceptera pas d'ailleurs. Il partira faire le diplomate à Berne. C'est Léon Gambetta qui prononce l'éloge funèbre de Adolphe Crémieux à Montparnasse. Ce sera ma conclusion. Adolphe Crémieux est l'un de ceux qui a le mieux servi la République. Il est l'un de ceux qui a créé la République. Je vais faire circuler ces documents. Je profite encore parce que j'ai quelques documents à montrer. Ça, c'est le fameux portrait de Lecomte de Nouilly, qui est en fait le mari de sa petite fille, qui malheureusement va décéder 2 mois après son mariage. Une grippe va l'emporter. À l'époque, il n'y a pas d'antibiotiques. Donc elle décède à une vingtaine d'années. Elle s'était mariée 2 mois avant. Elle avait épousé un peintre qui représente presque à la fin de sa vie, Adolphe Crémieux. Alors on peut voir sur le portrait, j'ai eu la chance de voir l'original à l'Institut du monde arabe, lorsqu'ils ont fait cette exposition l'année dernière. C'est la statue de Démosthène, qui est l'éloquent de l'Antiquité. Je pense qu'il n'est pas là par hasard, évidemment. Et si on voit les documents sur l'original, parce que là c'est une photo malheureusement de mauvaise qualité, c'est les papiers à l'entête de la République française. Donc quand on dit il a créé la République, il est sans doute en train d'écrire la constitution de cette nouvelle République. Merci Paul de cette excellente conférence. On a lu véritablement une page de l'histoire de France au XIXe siècle et nous mesurons combien l'oubli de Crémieux et la méconnaissance de Crémieux est véritablement un fait extrêmement dommageable. Puis j'allais poser la question Renan, et effectivement tu dis qu'Ernest Renan, qui a écrit la célèbre Vie de Jésus, vous vous souvenez, en 1860, qui a fait un véritable scandale dans l'Église, 1862 même, il était aux obsèques de, évidemment, bien entendu, puisque on peut dire qu'Ernest Renan est un des fondateurs de la laïcité, c'est-à-dire du refus d'un État confessionnel. Alors qu'il s'orientait vers la prêtrise, je crois, à un moment. Ernest Renan, qui est un breton, était destiné à la prêtrise. Oui, effectivement, il a fait plusieurs années au séminaire, et puis il a eu une crise de conscience, il a perdu la foi, effectivement, et il s'est dirigé, c'était un surdoué également,
comme Crémieux. Il a fait l'agrégation d'histoire, il a été reçu premier à l'agrégation d'histoire, et ensuite il a déchaîné les foudres du pape Pie IX. Juste cette anecdote, c'est en Israël, il y a 3 villes quand même qui ont donné un nom de rue à Adolphe Crémieux. Alors celle-là, je crois que c'était la ville. Ils ont écrit Adolphe avec un F comme Hitler. On leur a fait un courrier pour leur dire qu'en français c'est PHE. Alors pour ceux qui connaissent l'hébreu, en fait, homme politique français, membre de l'Alliance israélite universelle. C'est ce qui est écrit en fait. Hein. Il n'y a pas plus de détails. Voilà, il est marqué. C'est surtout l'appartenance à l'Alliance israélite. Hein, Israël, voilà, donc c'est ça. Je fais circuler. Et derrière, vous avez l'arbre généalogique d'Adolphe Crémieux. Dans sa descendance, on trouve un personnage un médecin qui, le premier, a décrypté que le cancer allait tuer une majorité de Français. Il a identifié le cancer, c'est Gustave Roussy. Vous trouvez dans sa descendance Gustave Roussy. Et de l'autre côté, du côté de son père, vous trouvez les artistes Landowski, ceux qui ont créé le fameux Corcovado à Rio. C'est l'auteur du Corcovado, c'est Landowski. Voilà. Donc, et puis alors de nombreux hommes politiques, bon, je ne m'étends pas plus, il a inoculé le service à l'État en fait, à sa famille, à ses descendants. Voilà. Je me permets aussi de montrer je me permets de montrer également son tombeau, qui a été, alors non pas le jour des funérailles, mais l'année suivante par la communauté juive. On écrit en hébreu et en français toutes ses fonctions, y compris maçonniques, et il est enterré avec sa femme, qui était quand même devenue catholique, Amélie Silny, et dans le même tombeau, donc le même mausolée, si je puis dire. À Montparnasse. Non, une partie à l'entrée où il y a effectivement une communauté juive, un carré peut-être. Là où est Julie Zard, si un jour vous avez un TGV à prendre à Montparnasse, vous pouvez y aller. Voilà, je fais circuler aussi. Compositeur de musique, absolument, il y a Landowski, compositeur de musique, et le sculpteur du Corcovado. Et Dreyfus, c'est à Montparnasse. Également. Effectivement, il y a beaucoup de personnages qui ont marqué l'histoire de France, qui sautent au cimetière Montparnasse. Vous voyez, en hébreu, on trouve bien Isaac, Adolphe. Voilà. Et on a eu beaucoup de mal en hébreu à écrire Crémieux, car c'est un son qui n'existe pas dans la langue hébraïque. Voilà. À Paris, il y a des lieux qui portent le nom de Crémieux à Paris? Alors il y a une rue Crémieux dans le 12e, avec Ah. d'autres hommes politiques dans ce quartier du 12e arrondissement qui ont été ses contemporains, dont le fameux Proudhon. Voilà, j'en parle parce que je trouve triste qu'il y ait une rue qui pratiquement croise la rue Proudhon, qui était un nazi avant la lettre. Enfin bon, c'est une